finalement, il réalise que c'est un virus, mais un virus d'une taille monstrueuse. Ses caractéristiques défient tous les dogmes de la virologie. Dès lors, c'est une véritable traque planétaire qui s'organise. Quels sont ces nouveaux virus que l'on découvre en cascade? Pourquoi ne les avait-on jamais identifiés? Quel danger pourraient-ils représenter? Si leur place dans le monde vivant est encore une énigme, ils relancent subitement les discussions fondamentales autour de la définition de la vie et de son origine. Voici le récit d'une découverte, celle d'agents mystérieux qui bousculent aujourd'hui la science moderne, les virus géants. Tout commence en 1992, dans les tuyauteries de l'hôpital de Bradford, au nord de l'Angleterre, quand le biologiste qui travaille sur une épidémie de légionellose isole par hasard un mystérieux microbe. À ce moment-là, il est loin de se douter que sa découverte va bouleverser l'histoire de la virologie. L'homme à l'origine de cette petite révolution, c'est lui, Timothy Robotham. Mais aujourd'hui, Timothy Robotham n'est plus microbiologiste. Il y a quelques années, le laboratoire de santé publique du Royaume-Uni ne lui offrant pas de poste dans son domaine d'expertise, Tim quitte la recherche pour s'installer comme quincaillier, non loin de Bradford. Cette aventure scientifique a commencé avec la très grande difficulté éprouvée par Tim Robotham à identifier cet étrange organisme de Bradford infectant des amibes. Les amibes sont des êtres vivants à une seule cellule, qui adorent les milieux humides et chauds. Elles sont souvent infectées par des bactéries, par exemple les légionnelles, fameuses car provoquant la légionellose, une grave infection respiratoire. Ce que nous cherchions, c'était une légionelle. Nous voulions en savoir plus sur ce qu'il y avait dans ces tours de refroidissement au niveau des microbes. Et ce que j'ai trouvé, c'était cette chose bizarre que je n'avais jamais vue auparavant. Je l'ai appelé Bradford Coccus, parce que j'avais une autre bactérie de Sheffield, une autre de Leeds, mais celle de Bradford était un petit peu différente. Si Tim Robotham ne comprenait pas ce qu'il voyait, c'est qu'il se trompait de microbe. Je pensais que c'était une bactérie. Il ne m'est jamais venu à l'esprit que ce serait un virus géant. Jamais. Parce que les virus sont petits, que vous ne pouvez normalement pas les voir sous un microscope optique. Et celui-là, le Bradford Coccus, vous pouviez clairement le voir sous un microscope optique. Alors, arrêtons-nous un instant sur ce monde à nos yeux cachés des microbes. C'est un monde sur lequel règnent principalement deux types d'agents vedettes, les bactéries et les virus. Ils sont souvent confondus alors que leurs caractéristiques sont très différentes. Cependant, ils ont quelque chose en commun. Ils sont pour nous invisibles. Et pourtant, ils sont partout, autour de nous, sur nous, en nous. Ils nous contaminent, nous colonisent, nous aident à vivre aussi. La plupart du temps, on les ignore, sauf quand revient la grippe ou qu'une épidémie surgit, devient pandémie et que le vaccin tarde à venir. La grande révolution de la microbiologie s'opère avec l'étude des bactéries par Louis Pasteur à la fin du XIXe siècle. Même si elles sont observées dès le XVIIe siècle grâce au premier microscope, les bactéries ne sont réellement étudiées et comprises que grâce à Pasteur. Ce sont des organismes vivants, composés le plus souvent d'une seule cellule. Elles engendrent des maladies infectieuses redoutables. Les pandémies du choléra, de la peste ou de la tuberculose, ce sont elles. L'histoire des virus, quant à elle, commence à s'écrire en 1892, quand le biologiste russe Dimitri Ivanovski
est confronté à un problème de taille. Le pathogène qu'il pense responsable de la maladie dite mosaïque du tabac est totalement invisible au microscope et traverse l'outil phare de l'époque, le filtre de Chamberland, conçu pour retenir les bactéries. Six ans après, un microbiologiste hollandais, Martinus Beijerinck, donne pour la première fois à ce minuscule agent infectieux le nom de virus, tiré du latin et signifiant poison. Il a réussi à l'isoler en fixant des filtres extrêmement fins sur le filtre de Chamberland. Un peu plus d'un demi-siècle après les travaux de Beijerinck, l'Américain Wendell Meredith Stanley reçoit le prix Nobel pour avoir étudié le virus de la mosaïque du tabac, toujours lui, mais c'est un Nobel de chimie, pas de biologie. Car on ne considère pas les virus comme des organismes vivants, mais comme de simples objets chimiques. En 1957, le Français André Lvoff propose enfin la définition moderne des virus. En résumé, il s'agit d'une minuscule boîte géométrique inerte, ce que les scientifiques appellent la particule virale ou virion, qui abrite quelques dizaines de gènes tout au plus et qui est obligé de parasiter un hôte pour se reproduire. C'est un peu comme une petite clé USB. Tant qu'elle n'est pas branchée à un ordinateur, on ne peut rien en faire. C'est en tout cas ce que l'on croit jusqu'au début des années 2000. Car en 2003, un biologiste anglais, Richard Birtles, vient à Marseille pour un post-doctorat. Dans ses bagages, des échantillons confiés par Team Robotham, dont le mystérieux Bradford coccus, que l'on prend toujours pour une bactérie bizarre du type légionnelle. Mais ni Richard Birtles, ni l'équipe marseillaise ne parviennent à percer son mystère. Didier Raoult, spécialiste des maladies infectieuses et professeur à l'université Aix-Marseille, dirige le labo qui avait accueilli le jeune Richard Birtles. Il se souvient lui aussi du contexte. On a été les premiers à acheter un séquenceur automatique dans un laboratoire de microbiologie pour identifier les bactéries qu'on ne connaissait pas. Et donc on est devenu spécialiste de ça et on a commencé à tester des collections entières de ces microbes. De ce fait, quand Richard Birtles a cherché un endroit pour faire son postdoc, il est venu chez nous pour utiliser ces techniques et pour identifier un groupe de bactéries. Et dans ses bagages, il a emmené la collection de Team Robotham. Donc les 5 premières bactéries ont été identifiées comme étant des espèces de Legionella. Et il y en a une qu'on a appelée Legionella robothami, en hommage à Robotham qu'il avait isolé. Et puis il est parti sans jamais avoir identifié la 7e. Et la 7e, on n'arrivait pas à identifier parce que cet outil qui était censé être universel pour les bactéries ne fonctionnait pas. Dans le labo, un biologiste aguerri et grand amateur d'énigmes, Bernard Lascola, sent qu'il faut regarder les choses autrement, trouver un autre point de vue. Comme c'était un truc qui commençait à m'intéresser à l'époque d'identifier des nouvelles bactéries, c'est un truc qui m'excitait un petit peu, ben j'ai essayé d'identifier. Et donc, à force de se casser le nez, à la fin, l'idée c'est, je vais aller voir la tête que ça a au microscope électronique, peut-être que ça me donnera une idée, mais l'idée c'était pas que c'était un virus, mais l'idée c'était que ça doit être une bactérie un peu étrange, et on va regarder les coupes et on va voir apparaître donc ces formes assez particulières de quelque chose qui ressemble plus à une bactérie, puisque c'est géométrique, voilà. Et géométrique, bon, c'est géométrique, ça veut dire virus, quoi. Voilà, ça on le sait tous, quoi. Sur le moment, j'ai pas réalisé de suite, quoi, que c'était. J'ai compris que c'était un truc qui était pas mal, quoi. C'est-à-dire, ouais, ça a l'air d'être un nouveau virus. J'ai pas réalisé que c'était le plus gros virus jamais observé, voilà. C'était en 2003. Je suis ici même et le téléphone est là. Il sonne. C'est Bernard Lascola de Marseille. Et il me dit « Nous avons continué le travail sur le Bradford coccus. Et ce n'est pas une bactérie. » Alors j'ai dit « Mais je ne pense pas que ce soit un champignon, ni une algue. » Et il m'a répondu « C'est un virus. » Alors j'ai dit « Un virus sacrément gros alors. »
Et lui, c'est le plus gros. Il va entrer dans le livre Guinness des records. Et oui, j'étais stupéfait. Hello, Tim. Hello, Richard. Nice to see you. Yeah, nice to see you too. Come in, please. Right. It's been a long time, I think. Yes, but 22, I think. Tim Robotham retrouve Richard Birtles, devenu professeur à l'université Salford de Manchester. C'est la première fois qu'ils se revoient depuis cette époque. Sans l'intuition de ces deux-là, rien de tout ça ne serait peut-être arrivé. Like that one, I would have put... So he was desperately trying to find a home. Tim essayait désespérément de leur trouver une place à ces mystérieux organismes. I must have had a discussion. Et moi, j'ai eu une discussion avec mon patron à Londres, qui m'a dit, écoute, nous n'en ferons rien tant que tu es ici, Richard. Alors pourquoi ne pas les emporter à Marseille? Peut-être que Didier Raoult te donnera un peu de temps libre le week-end pour jouer avec ça. If Richard hadn't Si Richard ne les avait pas emportés, ils auraient été détruits. Personne d'autre n'en voulait. There we are. All right. The giant cockers. Appeared in the Là, on voit notre caucus dans le journal local. cartoon. Ils ont fait ce dessin. On voit le virus géant dans le frigo. I think I was just a postman here. En fait, je n'ai été qu'un intermédiaire dans cette histoire. J'ai juste joué les coursiers entre Londres et Marseille. Mais oui, c'est formidable. C'est une découverte fantastique. Eureka! Le Bradford Coccus est le plus gros de tous les virus. Le premier virus géant jamais identifié. On le rebaptise Mimi. Mimivirus. L'équipe marseillaise de Didier Raoult publie la découverte de Mimivirus, officiellement pour Mimicking Microbe Virus, c'est-à-dire virus imitant un microbe, ce virus ayant en partie imité les bactéries. Un autre chercheur joue alors un rôle clé. Jean-Michel Claverie. À cette époque, il revient tout juste des USA, où il a participé à l'aventure du séquençage du génome humain. Avec Chantal Abergel, il effectue le séquençage complet de Mimivirus. Il précise pour nous la carte d'identité de cet étonnant petit monstre. J'ai ici quelque chose qui s'appelle un icosaèdre. Et ça, c'est un petit peu la vision que beaucoup de gens avaient de la plupart des petits virus, qui sont des virus très réguliers, comme vous pouvez voir, faits avec des choses qui ont à peu près 20 faces. À l'intérieur, il y a le génome. Sauf que le nouveau mimivirus, quand il est apparu devant nos yeux ébahis au microscope, alors ça, c'est à peu près, voilà, était probablement gros comme ça. C'était la même chose, sauf que c'était avec des proportions absolument gigantesques par rapport à ce qui était connu. La deuxième surprise vis-à-vis de Mimivirus, c'était qu'une fois qu'on a pénétré à l'intérieur et qu'on a commencé à regarder son génome, alors que typiquement pour les virus dont j'ai parlé avant, la taille était de l'ordre de 10 000 nucléotides, comme on dit 10 000 bases, eh bien, ou pour certains aller jusqu'à 100 000, eh bien là on a atteint 1 million. Et même un peu plus. 1 million, et ça voulait dire qu'il y avait de l'ordre de 1000 gènes dans ce virus, c'est-à-dire 1000 protéines, alors que dans un virus classique, comme par exemple celui du sida, le virus du HIV, vous avez pas plus d'une dizaine de gènes. Jamais on n'avait vu une telle complexité chez un virus. Mais c'est quand même un virus. Alors qu'en est-il de son mode infectieux? Comment parasite-t-il ses victimes? En milieu liquide, où les amibes se plaisent, elles rencontrent donc Mimivirus et le prennent, du fait de sa grande taille, pour leur nourriture favorite, une bactérie. En effet, au moment de la rencontre, les cheveux de Mimi sont en contact avec la membrane de l'amibe. L'amibe goûte l'extrémité des cheveux. Or, ces cheveux sont sucrés, comme ceux d'une bactérie. L'amibe, trompée, déploie ses doigts tentaculaires, entoure Mimi jusqu'à l'ingérer complètement.
En principe, l'amibe digère son repas en le maintenant captif au sein d'une sorte de bulle, le phagosome. Mais ici, Mimi ouvre sa bouche en étoile, aspire la membrane du phagosome, créant alors un tunnel, une porte d'entrée directe vers l'intérieur de l'amibe. L'alien peut alors surgir. En fait d'alien, il s'agit pour Mimi d'envoyer son ADN dans le liquide interne de l'amibe. Là, il peut commencer à transcrire ses gènes, c'est-à-dire imprimer des copies de chacun de ses propres gènes. À partir de ces copies de gènes, il fait fabriquer par l'amibe tous les outils indispensables à la création de nouveaux mimivirus. Le grand piratage s'enclenche. Tandis que les protéines virales sont fabriquées, l'ADN du virus s'entoure d'une membrane fibreuse, une forme de protection contre les défenses de l'amibe. Ainsi abrité, l'ADN de Mimi est recopié de manière de plus en plus frénétique. D'innombrables copies de la totalité de son ADN qui réclament et engloutissent toute la matière première disponible chez son hôte. C'est une véritable usine à virus qui se remplit peu à peu de centaines de copies de l'ADN de Mimivirus. À la surface de l'usine à virus, des bourgeons apparaissent. Chacun reçoit une copie de l'ADN viral avant de se séparer de l'usine. Toute la surface de l'usine à virus bourgeonne ainsi, donnant naissance à des centaines de nouveaux mimivirus, copies identiques du tout premier alien à avoir infecté l'amibe. Ces copies sont tellement nombreuses qu'elles finissent même par remplir totalement l'amibe au point de la faire exploser, entraînant sa mort et libérant dans le milieu les nouveaux virus. Quand on a commencé à analyser donc, ce virus, on a vu des tas de choses étonnantes. D'abord, on s'est rendu compte que c'était un virus parce qu'il n'avait pas ces éléments qui permettent la traduction des protéines, parce que les virus s'en remettent totalement à leur hôte cellulaire pour faire ce genre de choses. Mais il avait effectivement, bizarrement, quelques éléments de ce système, comme si c'était des restes d'un vieux système fossile qui ne servait plus à rien maintenant, mais qui avait existé à l'état complet il y a des millions et des millions d'années. D'où cette idée très nouvelle à l'époque, et qui est encore en plein débat, que ces virus géants sont en fin de compte des espèces de vieilles cellules dégradées qui ont progressivement perdu de plus en plus de gènes et de fonctions pour devenir des parasites de plus en plus obligatoires des cellules actuelles. D'où peut bien venir Mimivirus? Ses ancêtres auraient-ils été, comme le propose Jean-Michel Claverie, des cellules qui auraient évolué vers le parasitisme? Le problème, c'est qu'au milieu des années 2000, toutes ces conjectures reposent uniquement sur l'agent Mimi. Un seul agent. Peut-être une anomalie? Un monstre isolé? Pour approfondir, pour trancher, il faut en trouver d'autres. La traque s'organise. Mais pour trouver d'autres virus du type Mimi, il faut trouver leur planque. Or, nous savons que leur repère préféré, ce sont les amibes. Donc, il faut d'abord trouver les amibes. En 2008, un nouveau géant est découvert, capturé, comme Mimi, dans des amibes nichant dans une colonne de climatisation. Elles dévoilent une seconde espèce du genre Mimivirus, de taille encore un peu plus grosse et au génome un peu plus développé. Nom de code, Mamavirus. Voilà, Mimivirus n'est plus seul. Mamavirus est immédiatement envoyé à Marseille, au labo de Didier Raoult et Bernard Lascola. En fait, c'est une nouvelle surprise. Le virus géant a attrapé un virus. Un petit virus de taille habituelle. Il est baptisé Spoutnik. C'est donc un tout nouveau type de virus. Un virus de virus.
un virophage, disent les scientifiques. Le virophage, il est tout petit, il est à peu près 20e en taille du virus géant de mimivirus. Lui aussi, il rentre en profitant de l'ouverture générée par le gros virus, parce que tout seul, il ne serait pas visible par la nuit, parce qu'il est trop petit, donc il ne serait pas pris pour de la nourriture. Et une fois qu'il est là, il attend patiemment que le gros virus commence à générer, à engendrer son usine à virions, et dès qu'elle est créée, le virophage en profite pour sauter dedans et se faire lui-même répliquer son génome et produire lui aussi des particules. Donc on voit bien en fin de compte que c'est une infection virale du virus qui rend en fin de compte le gros virus un peu malade. Et quand on est malade, c'est qu'on est vivant. Cette double découverte réactive la question du classement des virus géants parmi les êtres vivants. Si un virus comme Spoutnik a besoin de parasiter Mamavirus pour vivre, d'utiliser sa machinerie pour se répliquer, ne peut-on alors considérer Mamavirus comme un être vivant? La frontière du vivant n'a jamais été aussi floue. Car aussi sophistiqués soient-ils, Mimi et Mama n'en sont pas moins des virus. Alors, vivants? Pas vivants? Patrick Forter dirige un laboratoire de microbiologie de l'Institut Pasteur. Voici son idée sur la question. Beaucoup de chercheurs considèrent que pour être vivant, on doit avoir une cellule, on doit avoir un métabolisme. Du coup, je me suis aperçu qu'ils considéraient que les virus n'étaient pas vivants, essentiellement parce qu'on a tendance à ramener, disons, le virus à la particule virale. Mais la particule virale, effectivement, là, c'est vrai que c'est quelque chose d'inerte, qui n'a pas de métabolisme. Mais le virus, c'est pas simplement cela. Le virus, c'est aussi la phase infectieuse dans laquelle il exprime ses gènes, il les réplique à l'intérieur de la cellule infectée. Donc j'ai proposé le nouveau concept, disons le concept de cellule virale, pour justement mettre l'accent sur cette étape où le virus transforme la cellule infectée, qui était une bactérie, une archée ou un eucaryote, la transforme en quelque sorte en virus, puisque c'est dans cette cellule infectée, la cellule souvent ne peut plus exprimer son propre génome, le génome est parfois dégradé par le virus, détruit par le virus, on va avoir une cellule qui ne contient plus que du génome viral dans certains cas, qui va être répliqué, qui va s'exprimer, et c'est là où le virus, entre guillemets, est vraiment vivant. C'est assez terrifiant quand on y pense. Le virus s'empare d'une cellule complètement pour la transformer un peu en lui-même, quelque part. Voilà, donc du coup, je dis les virus sont vivants, mais peut-être qu'on peut définir de façon très générale qu'une entité biologique est vivante à partir du moment où elle est fonctionnelle dans un processus vivant, donc dans un organisme vivant. L'air de rien, c'est une petite révolution conceptuelle qui s'annonce. Car si on admet que les virus, et donc les virus géants, sont vivants, ou en tout cas participent au processus vivant, alors Mimi et ses cousins seraient le fruit d'une longue histoire. Un peu comme nous. Ils devraient donc avoir leur place dans l'arbre du vivant. Depuis la découverte de Mimivirus, les chercheurs discutent cette question. Les virus géants ont-ils leur place dans l'arbre? Car au cours de l'histoire, les hommes ont constamment cherché à ordonner le monde qui les entoure, à classer les espèces vivantes. Cette préoccupation aboutit très tôt à la création d'un arbre du vivant. C'est au XVIIIe siècle tout d'abord que Carl von Linné, en bon naturaliste, établit un système de classification selon les caractéristiques physiques des différentes espèces. Darwin introduit ensuite l'idée d'évolution et trace dans un de ses carnets un arbre qui montre comment les espèces se séparent à partir d'un ancêtre commun. Première ébauche d'un arbre de l'évolution, sans cesse revisité, modifié au fur et à mesure des avancées de la connaissance. Dans la seconde moitié du XXe siècle, une classification basée sur les nouvelles connaissances en génétique fait son apparition. Elle ordonne l'ensemble du monde vivant différemment de l'inné. À la base de cet arbre que l'on dit phylogénétique, on trouve alors deux grands embranchements appelés domaines. Les eucaryotes, littéralement organismes dont les cellules ont des noyaux, les plantes, les animaux, les champignons et nous, et les prokaryotes, organismes sans noyau, c'est-à-dire en fait les bactéries. Imaginons maintenant une salle dont les murs auraient une hauteur démesurée.
Au pied de l'un d'eux, posé au sol, les portraits de nos ancêtres attendent d'être accrochés. Mais le tout premier tableau à prendre place est celui de l'ancêtre commun aux deux grands domaines du vivant. Il s'agit de LUCA, acronyme anglais pour Last Universal Common Ancestor, le dernier ancêtre commun. Issus de LUCA, les deux branches du vivant se dessinent. Et à partir de là, c'est l'arbre entier, immense, qui se ramifie. En 1977, le spécialiste de phylogénétique américain Carl Woese propose de scinder le domaine des prokaryotes en deux. Bactéries d'un côté, archées de l'autre. Alors que jusqu'alors, les archées étaient considérées comme des formes de bactéries. Tiens, au fil des découvertes, l'arbre de l'évolution n'est donc pas intouchable. Voilà qui laisse une ouverture pour accueillir d'autres domaines du vivant. Et si virus et virus géants constituaient un nouveau domaine du vivant, quelle serait sa place dans l'arbre? Où pourrait-on accrocher sur le grand mur le tableau de Mimivirus? Morgan Gaillard est un jeune microbiologiste de l'Institut Pasteur. Aux côtés de Patrick Forter, il travaille sur les liens de parenté entre les virus à l'aide d'outils informatiques de pointe. Il est une des voix qui compte dans le débat autour des virus géants et de leur place dans l'arbre du vivant. Comme Patrick Forter, il pense nécessaire de regrouper grands virus déjà connus et virus géants dans une même famille appelée Megavirales. Selon moi, Mimivirus et les Megavirales ont leur place ici. À cet endroit-là, parce qu'il se trouve qu'ils infectent un large panel d'eucaryotes, ce qui suggère que les premiers ancêtres des virus géants infectaient déjà les premières cellules eucaryotes. Bien sûr, c'est une position minimale. On peut très bien également imaginer que les ancêtres des Megavirales infectaient également des cellules avant cette séparation entre les eucaryotes et les archées. Et évidemment, on peut également prolonger cette hypothèse jusqu'à la possibilité d'ancêtres des Megavirales infectant LUCA. Si les virus géants ont leur place dans l'arbre, si de surcroît leurs ancêtres étaient présents dès l'époque de LUCA, ils pourraient bel et bien appartenir à une nouvelle branche du vivant. Mieux encore, s'ils étaient capables d'infecter LUCA, d'être en interaction avec lui, ils pourraient peut-être nous aider à trouver à quoi il peut bien ressembler, nous aider à trouver la clé du portrait de LUCA. En tout cas, l'hypothèse d'un quatrième domaine du vivant, représenté par ces premiers virus géants, agite les esprits. Ce qui se passait avec les virus, c'est que le fait qu'ils aient très très peu de gènes fait que c'était extrêmement difficile d'arriver à recomposer un arbre de l'histoire de ce gène. D'accord ? Parce que Mimivirus a tellement de gènes, ces virus géants ont tellement de gènes, qu'on arrive à faire un lien avec les bactéries, les archées et les eucaryotes, et ils constituent une branche à part. C'est-à-dire, on voit bien que ce n'est pas dérivé de quelque chose qui existait avant. Il y a 4 branches qui sont nées, avec l'une qui porte les gènes des virus géants, l'autre les gènes des archées, l'autre les gènes des eucaryotes, l'autre les gènes des bactéries. À l'époque de la découverte de Mimivirus et de son proche cousin, Mamavirus, Chantal Abergel et Jean-Michel Claverie étaient eux aussi séduits par l'hypothèse d'un quatrième domaine. Avec les découvertes qui ont suivi, ils ont peu à peu envisagé une autre version de ce qui a pu se passer autour de LUCA, et qui placerait les virus géants non pas au niveau d'un quatrième domaine, mais simplement comme les perdants de l'évolution. Ce qu'on propose, c'est qu'il pourrait y avoir eu des formes de vie alternatives sur Terre, contemporaines, qui à un moment donné se sont retrouvées en compétition. Et qu'il y a une de ces formes de vie, de ces protocellules, qui a donné LUCA, qui est l'ancêtre de la vie cellulaire. Et que les autres, les perdants de la compétition,
se sont retrouvés, pour survivre, obligés de devenir des parasites de ces vainqueurs, afin de pouvoir propager leur génome et continuer à exister dans une association, même si elle est transitoire, avec le monde cellulaire. Le débat reste ouvert. Mais l'idée d'un lien étroit entre les virus géants et le monde des cellules se voit confirmée par de nouvelles découvertes qui portent même le monde des virus géants au plus près de nous. En effet, un nouvel agent est débusqué dans le sang humain. Ça y est, l'alien est en nous. Découvert au centre de transfusion de Marseille, il sera baptisé tout simplement Marseille Virus. Étudié de façon approfondie, il se révèle plus petit que Mimi et Mamavirus, et surtout son génome est dit chimérique. Il contient une mosaïque de gènes, une partie provenant du monde viral, une autre du monde cellulaire. Avec Marseille Virus, on est très embêté parce que d'une part, on a commencé à trouver ça dans le sang de gens qui ont ça dans le sang de donneurs de sang. Hein. Puis on a trouvé ça dans le ganglion d'un gosse qui avait une adénite. Et là maintenant, on est en train de travailler sur une décomplication de ces infections. Encore une fois, on n'a pas d'exemple que quand on ouvre les yeux sur un monde qu'on refusait de regarder, on n'y trouve pas des choses, on trouve des tas de choses. Y aurait-il des virus géants partout? Dans tous les milieux de la planète? Partout où il y a un hôte possible? Si tel est le cas, les chercheurs ne peuvent ignorer un milieu qui occupe 70% de la planète. Aussi, en 2010, de vastes campagnes de prélèvement sillonnent les mers du globe. Les échantillons marins livrent alors 3 nouveaux agents. En provenance des eaux profondes du Pacifique Sud, l'énorme mégavirus chilensis. Encore plus gros que Mamavirus, la limite de taille et de complexité génétique est encore repoussée. Il a beaucoup de points communs avec Mimivirus. Les 2 autres spécimens sont débusqués dans une toute nouvelle planque. Des micro-organismes marins constituant le zooplancton ou le phytoplancton. Matthias Fischer, de l'Institut Max Planck en Allemagne, est le découvreur de l'un d'eux. Le Cafeteria rundbergensis virus, ou CROV, un drôle de nom qui lui vient de son hôte. Cafeteria rundbergensis, un unicellulaire marin faisant partie du zooplancton. L'écologie des virus géants est encore très peu étudiée et comprise. Pour le moment, la plupart des virus géants ont été isolés dans des amibes. Et juste en utilisant un seul hôte, on peut isoler toute une famille de virus géants. Maintenant, on peut extrapoler cela à toute la diversité des unicellulaires qu'on ne trouve pas seulement dans les océans, mais aussi dans des environnements terrestres. Et déjà, nous avons des indices d'autres organismes infectés par les virus géants. Il doit donc y avoir une immense diversité que nous avons complètement ignorée jusqu'à récemment. Et c'est en partie notre faute, parce que nous sommes limités par nos méthodes scientifiques. Donc on dirait qu'il y a une espèce de deux voies. La voie qui est restée, celle qui infecte les amibes, qui sont des virus qui sont restés avec des génomes énormes de plus d'1 million de paires de bases. Et puis une catégorie inférieure avec des génomes à peu près à la moitié de taille moitié, qui eux infectent une grande variété de protozoaires marins et qui sont probablement ceux qui ont une influence très importante sur la régulation des populations planctoniques dans la mer. Donc on a 2 familles qui proviennent d'un ancêtre commun probablement. Et c'est d'ailleurs Jean-Michel Claverie et Chantal Abergel qui décryptent avec des chercheurs néerlandais le génome de PGV16T. Un nouvel agent qui, lui, infecte une microalgue unicellulaire, Phaecistis globosa, composant très commun du phytoplancton marin. En infectant le plancton des océans, ces virus géants jouent un rôle central sur la variation des populations d'algues, et donc sur la captation du CO2. Ils ont ainsi un impact méconnu et significatif sur le climat. Dans cette aventure, les découvertes s'enchaînent avec des implications insoupçonnées. Dans le laboratoire de Jean-Michel Claverie et Chantal Abergel, ils n'ont même pas eu le temps de traiter tous les échantillons, quand en 2013, une nouvelle révélation tombe. Une révélation en forme de ballon de rugby. Après analyse de nouveaux échantillons, venus simultanément du Chili et d'Australie, Jean-Michel Claverie, Chantal Abergel et leur équipe doivent se rendre à l'évidence. Ils se trouvent devant une toute autre famille de virus géants.
Ils les appellent les pandoravirus. Leur nom évoque volontairement la boîte de Pandore, car leur découverte pourrait avoir des conséquences imprévisibles, mais déterminantes pour l'ensemble de la virologie. Et leur forme non géométrique n'est pas leur seule originalité. Le génome de Pandoravirus salinus comprend 2500 gènes, le double de mimivirus, l'équivalent en nombre d'un dixième du génome humain. Jamais un virus géant n'avait autant ressemblé à une cellule. Cependant, 90% de ces gènes ne ressemblent à rien de connu dans les trois règnes du vivant. Ici, là, on a plus l'impression de quelque chose qui pourrait ressembler à une cellule. Sauf que ça ressemble à aucune cellule de connue. Donc c'est vraiment très différent au niveau morphologique. Au début, on l'a baptisé NLF, pour Nouvelle Forme de Vie, New Life Form en anglais. Donc on avait vraiment l'impression de confronter à quelque chose qu'on n'avait jamais identifié auparavant, ce qui était le cas d'ailleurs. Mais c'est en étudiant vraiment tout le cycle infectieux qu'on a pu déduire qu'il s'agissait d'un virus en fait. Car le mode infectieux de Pandora est bien celui d'un virus. Tout comme Mimivirus, Pandora se laisse envelopper par son hôte et ingérer à l'intérieur de cette sorte de bulle appelée phagosome. Une fois dans la place, là encore, le processus est très semblable à celui du cousin Mimivirus. La particule s'ouvre un passage direct pour injecter son ADN. En revanche, Pandora n'a pas de porte, mais un bouchon muqueux à l'extrémité de sa capside en forme d'amphore. C'est par cette bouche que l'ADN viral est envoyé dans l'amibe. À partir de là, le mécanisme d'infection diffère de Mimivirus. Pandora envoie son ADN dans le noyau de sa victime. Car contrairement à Mimi, Pandoravirus ne possède pas ses propres outils de transcription ou de réplication de son ADN. Il doit pirater ceux de son hôte. Or, ces outils se trouvent au niveau de l'ADN de l'amibe, en théorie à l'abri dans le noyau cellulaire. Mais visiblement, cet abri ne suffit pas. L'ADN de Pandora n'a aucun mal à pénétrer le noyau et à démarrer la transcription de ses gènes à l'aide des outils piratés. En bon virus, Pandora fait fabriquer ensuite ses protéines en dehors du noyau, par la machinerie de sa victime. En parallèle, le noyau de l'amibe affecté par cette invasion commence à se dégrader. Dans le cas de Pandora, c'est le noyau de l'amibe qui est transformé en une sorte d'usine à virus. Les gènes du virus sont alors littéralement au contact des gènes de l'hôte. Une situation qui favorise l'échange de gènes, ou bien la création de nouveaux gènes. C'est un peu la foire aux gènes. En périphérie du noyau, de nouvelles particules virales sont tricotées, de haut en bas, depuis la bouche vers le bas de la capside. Avant de se refermer, une copie d'ADN viral est chargée dans chaque nouvelle boîte. Du noyau de l'amibe ne reste qu'une forme fantomatique. L'amibe n'a plus d'ADN en état de marche. Comme avec Mimivirus, les nouvelles particules surnuméraires envahissent l'amibe jusqu'à explosion. Les nouveaux virus peuvent se disséminer et aller infecter d'autres cellules, d'autres amibes. Ce qu'a amené Pandoravirus, ça nous a amené à réfléchir, est-ce qu'il se pourrait que la vie ait pu apparaître plusieurs fois sur Terre, de manière indépendante, et qu'il y ait eu des stratégies qui aient été sélectionnées par certains types d'ancêtres et pas par d'autres. Et donc on a l'impression, quand on est confronté à Pandoravirus, que les stratégies qui sont utilisées par ce virus n'ont absolument rien à voir avec celles qui sont utilisées par le monde cellulaire. Avec Mimivirus, puis Megavirus chilensis, les chercheurs voyaient volontiers les virus géants, les mégavirales, comme les descendants d'anciennes cellules ayant perdu des gènes, des compétences, ayant suivi une évolution réductive. Pandora, avec ses gènes si nombreux et inconnus, prend tout le monde à contre-pied. Face à Pandoravirus, on ne parle plus d'évolution réductive. Au contraire, on est devant un organisme qui a semble-t-il acquis de nouveaux gènes, des gènes totalement mystérieux. D'où viennent-ils? Ils les volent? Ils les créent? Les virus géants nous interrogent aussi comme jamais sur l'apparition des gènes. Les virus géants, on sait qu'ils peuvent s'intégrer dans les génomes de nos cellules. On a trouvé des génomes eucaryotes dans lesquels on a des virus géants intégrés. D'un seul coup, ils peuvent amener 200, 300
400 nouveaux gènes, nouvelles protéines dans l'organisme. Donc ils vont entraîner des changements considérables. Pour vous donner une idée, on considère que le génome humain, 2% seulement du génome humain correspond à des gènes de type eucaryote. Donc des gènes qu'on a hérités depuis l'ancêtre de tous les eucaryotes qu'on a en commun avec des animaux, etc. Et 8%, c'est-à-dire 4 fois plus, sont des virus, ce qu'on appelle des rétrovirus intégrés dans notre génome, c'est-à-dire des virus de la famille du sida. Donc on a dans notre génome la trace de toutes ces infections passées. On sait que ces infections ont eu un rôle considérable dans l'évolution de notre évolution. Clairement, les virus géants nous obligent à redéfinir notre conception de l'organisation et de l'évolution du vivant, à envisager aussi la notion de coévolution. Oui, la notion de coévolution est très importante. Dans le cas des virus en particulier, on voit que les virus coévoluent avec les lignées cellulaires. Et la coévolution, elle se fait entre virus et cellules, elle se fait entre virus géants et virophages ou virus de virus, elle se fait entre cellules parasites, cellules parasitées, elle va se faire entre insectes et plantes et animaux. Tous les organismes vivants et toutes les entités vivantes sont en interaction perpétuelle les unes avec les autres et coévoluent perpétuellement les unes avec les autres. Ça, c'est tout à fait clair. La plus récente de toutes ces découvertes comporte cependant une autre dimension qui nous concerne de façon plus immédiate. Entre les méandres des interminables rivières sibériennes, une équipe de chercheurs de l'Institut de biologie de Pouchino, au sud de Moscou, mène une campagne de carottage dans le pergélisol, le sol toujours gelé du Grand Nord. Des carottes prises à 15 mètres de la surface sont comme un voyage dans le temps. Tout y est figé comme il y a 30 000 ans. C'est dans l'un de ces fragments de sol gelé que Lyuba Shmakova découvre à son tour un nouvel agent. Un agent venu du froid, Pitovirus. Le génome de Pitovirus ne contient qu'environ 500 gènes. Si sa forme rappelle Pandora, sa façon d'infecter sa victime est beaucoup plus proche de Mimi. Comme Mimivirus, Pitovirus, pour se répliquer, fabrique sa propre usine à virus, sans utiliser le noyau de l'amibe. Il inaugure donc une nouvelle et troisième famille de virus géants. La recherche des virus géants a été effectivement pour moi une découverte surprenante. Une réelle surprise. Jusqu'à ma rencontre avec Jean-Michel Clavry, je ne connaissais même pas l'existence de tels organismes. Et pour moi, le fait qu'ils se conservent avec des amibes à Cantamueba, dans des sédiments de pergélisol, était vraiment surprenant. Cependant, nous sommes déjà habitués à cela dans notre laboratoire. Parfois, nous réanimons des organismes, des micro-organismes, des bactéries issus d'échantillons encore plus anciens, parfois vieux de quelques millions d'années. Et oui, ils sont toujours vivants, ils se multiplient et sont en gros capables de s'insérer dans l'écosystème d'aujourd'hui. Moins d'un an plus tard, la famille s'agrandit encore. Non, c'est même une nouvelle famille de virus géants que Lyuba et son équipe ramènent à la vie. Et les médias commencent à s'en préoccuper. La science, et si demain, le réchauffement des terres glacées du Grand Nord libérait des virus inconnus et endormis depuis des millénaires? Cela suffit à éveiller les interrogations. Bonsoir Nicolas Châteauneuf, vous avez des précisions. Oui, absolument. Le voici, ce fameux virus, il s'appelle mollivirus. Imaginez, il a 30 000 ans, c'est-à-dire qu'à l'époque, Néandertal était encore en vie. Il est très gros, 1000 fois plus gros que le virus de la grippe, avec à peu près 500 gènes, ce qui le classe dans la catégorie des virus géants. La bonne nouvelle, David, c'est qu'il est quand même inoffensif pour l'homme. Dans les écosystèmes actuels de la toundra, dans les régions comportant des gisements de pergélisol congelés depuis des millénaires, nous assistons à la fonte constante de ces masses gelées. Le long des rives des cours d'eau, des côtes maritimes,
Chaque année, des masses énormes, des tonnes de sol congelé fondent, s'effondrent. Et toute la biodiversité contenue dans ces sédiments pénètre dans l'écosystème et devient active. C'est un processus mondial, particulièrement actuel du fait de la tendance générale au réchauffement climatique. Nous pouvons l'observer partout. Une nouvelle préoccupation émerge avec ces découvertes. Mollivirus ibericum, tout comme Pitovirus, montrent que décidément des virus peuvent survivre sous leur forme inactive, isolée de particules virales, à des températures glaciaires et à l'abri de la lumière durant des périodes quasi géologiques. Et ces conditions se modifiant, ils peuvent se réactiver à tout moment en présence d'une cellule hôte. Cela résonne comme une preuve de leur quasi-immortalité. Cette découverte souligne également combien notre connaissance de la biodiversité microbiologique est partielle dès lors que l'on explore de nouveaux environnements. La microbiologie terrestre demeure en grande partie une terra incognita. On est dans un moment qui est merveilleux pour quelqu'un qui veut faire de la science. Donc on est sur un modèle de découverte actuellement. Moi, je pense qu'il faut être aussi prudent qu'un cartographe du XVIe siècle, c'est-à-dire qu'il faut attendre un peu, même si on n'a pas tous les détails des îles, parce que c'est bien possible qu'on en découvre encore, puis qu'il en émerge encore de l'eau, qu'il en disparaisse, et qu'il faille faire modifier les cartes. Enfin, celui qui décidait de faire une carte du monde au début du XVIe siècle était fou, parce que tous les ans, il y avait un nouveau truc qui était découvert. Et donc, c'est pas raisonnable d'essayer de faire des théories générales avec le fait qu'on découvre des choses tous les jours, on découvre des choses nouvelles. Donc, c'est instable actuellement. La connaissance est très instable, et donc il faut un peu de temps avant de refaire des théories. Mais ce qu'elle montre, c'est que les théories passées sont fausses. Ça, oui. Les théories passées sont fausses. On ne sait pas le pourcentage de faux. Voilà. Ces virus géants, totalement insoupçonnés il y a encore une dizaine d'années, retissent le lien entre le monde viral et le monde des cellules vivantes. Ils interrogent notre définition de ce qu'est un être vivant. Et ils laissent penser que l'émergence de la vie sur Terre a pu s'accompagner d'une diversité de formes plus foisonnantes que ce que l'on envisageait jusqu'à présent. On considère que les mégavirales font bien partie intégrante du monde viral. Et qu'à ce titre, comme les autres virus, ils ont plutôt joué un rôle phénoménal au niveau du façonnement de l'arbre du vivant, non pas en ayant des descendances directes comme on peut les visualiser pour les domaines cellulaires, mais plutôt en ayant favorisé une grande quantité de transferts au sein des domaines. Ainsi, en positionnant les mégavirales à ce niveau-là, ce serait plutôt des lianes qu'il faudrait s'imaginer, qui iraient vers la branche des eucaryotes, puisque c'est bien ici qu'on les repère, c'est bien ici qu'ils ont eu le plus d'interactions. Dans cette vision-là, les mégavirales sont davantage des outils extraordinaires qui nous permettent enfin de mettre un pied dans l'évolution du monde viral avec le monde cellulaire, les deux ensemble. Ces virus géants enrichissent nos réflexions sur les débuts de la vie sur Terre, sur l'évolution du vivant. Plutôt qu'un quatrième domaine du vivant, les virus géants constituent un monde à part, qui interagit étroitement avec le monde des cellules. L'étude de ces virus pourra aussi ouvrir la voie à de la recherche médicale appliquée. Peut-être vont-ils nous aider à comprendre la cause de dysfonctionnements cellulaires, ou à élucider l'origine de maladies jusqu'alors attribuées de façon erronée à d'autres agents pathogènes, et qui sait, permettre de les guérir enfin. Comme personne ne regardait et n'avait les outils pour regarder s'il existait des virus géants chez l'homme, personne ne les voyait. Donc nous qui avons maintenant ces outils, déjà on a trouvé qu'il y a des liens entre mimivirus et les pneumonies, mimivirus et les fièvres exotiques. On a trouvé maintenant que Marseille virus était un virus qu'on pouvait trouver dans le sang de gens qui étaient asymptomatiques. Et maintenant on vient de trouver Marseille virus dans un cancer des ganglions, une maladie de Hodgkin. Et c'est le début.
Pour les chercheurs, les virus géants semblent surgir d'un territoire inexploré du vivant, infini et déroutant. Ils sont en train de vivre une sorte de renaissance de la biologie. La découverte des virus géants est une histoire qui ne fait que commencer. Absolument. Donc il faut prospecter partout, dans tout type d'environnement. Et il est évident qu'on va découvrir de nouveaux membres des familles qu'on a déjà isolées, mais peut-être même de nouvelles familles de virus géants. Donc il faut continuer. Il y a quelques années, le laboratoire de santé publique du Royaume-Uni ne lui offrant pas de poste dans son domaine d'expertise, Tim quitte la recherche pour s'installer comme quincaillier, non loin de Bradford. Cette aventure scientifique a commencé avec la très grande difficulté éprouvée par Tim Robotham à identifier cet étrange organisme de Bradford infectant des amibes. Les amibes sont des êtres vivants à une seule cellule, qui adorent les milieux humides et chauds. Elles sont souvent infectées par des bactéries, par exemple les légionnelles, fameuses car provoquant la légionellose, une grave infection respiratoire. Ce que nous cherchions, c'était une légionelle. Nous voulions en savoir plus sur ce qu'il y avait dans ces tours de refroidissement au niveau des microbes. Et ce que j'ai trouvé, c'était cette chose bizarre que je n'avais jamais vue auparavant. Je l'ai appelé Bradford coccus, parce que j'avais une autre bactérie de Sheffield, une autre de Leeds, mais celle de Bradford était un petit peu différente. Si Tim Robotham ne comprenait pas ce qu'il voyait, c'est qu'il se trompait de microbes. En 1957, le Français André Lvoff propose enfin la définition moderne des virus. En résumé, il s'agit d'une minuscule boîte géométrique inerte, ce que les scientifiques appellent la particule virale ou virion, qui abrite quelques dizaines de gènes tout au plus et qui est obligé de parasiter un hôte pour se reproduire. C'est un peu comme une petite clé USB. Tant qu'elle n'est pas branchée à un ordinateur, on ne peut rien en faire. C'est en tout cas ce que l'on croit, jusqu'au début des années 2000. Car en 2003, un biologiste anglais, Richard Birtles, vient à Marseille pour un post-doctorat. Dans ses bagages, des échantillons confiés par Tim Robotham, dont le mystérieux Bradford coccus, que l'on prend toujours pour une bactérie bizarre du type légionnelle. Mais ni Richard Birtles, ni l'équipe marseillaise ne parviennent à percer son mystère. Didier Raoult, spécialiste des maladies infectieuses et professeur à l'université Aix-Marseille, dirige le labo qui avait accueilli le jeune Richard Birtles. Il se souvient lui aussi du contexte. On a été les premiers à acheter un séquenceur automatique dans un laboratoire de microbiologie pour identifier les bactéries qu'on ne connaissait pas. Et donc on est devenu spécialiste de ça. Microscope, les bactéries ne sont réellement étudiées et comprises que grâce à Pasteur. Ce sont des organismes vivants, composés le plus souvent d'une seule cellule. Elles engendrent des maladies infectieuses redoutables. Les pandémies du choléra, de la peste ou de la tuberculose, ce sont elles. L'histoire des virus, quant à elle, commence à s'écrire en 1892, quand le biologiste russe Dimitri Ivanovski est confronté à un problème de taille. Le pathogène qu'il pense responsable de la maladie dite mosaïque du tabac est totalement invisible au microscope et traverse l'outil phare de l'époque, le filtre de Chamberland, conçu pour retenir les bactéries. Six ans après, un microbiologiste hollandais, Martinus Beijerink, donne pour la première fois à ce minuscule agent infectieux le nom de virus, tiré du latin,
et signifiant poison. Il a réussi à l'isoler en fixant des filtres extrêmement fins sur le filtre de Chamberland. Un peu plus d'un demi-siècle après les travaux de Beijerinck, l'Américain Wendell Meredith Stanley reçoit le prix Nobel pour avoir étudié le virus de la mosaïque du tabac, toujours lui, mais c'est un Nobel de chimie, pas de biologie. Car on ne considère pas les virus comme des organismes vivants, mais comme de simples objets chimiques. Finalement, il réalise que c'est un virus, mais un virus d'une taille monstrueuse. Ses caractéristiques défient tous les dogmes de la virologie. Dès lors, c'est une véritable traque planétaire qui s'organise. Quels sont ces nouveaux virus que l'on découvre en cascade? Pourquoi ne les avait-on jamais identifiés? Quel danger pourraient-ils représenter? Si leur place dans le monde vivant est encore une énigme, ils relancent subitement les discussions fondamentales autour de la définition de la vie et de son origine. Voici le récit d'une découverte, celle d'agents mystérieux qui bousculent aujourd'hui la science moderne, les virus géants. Tout commence en 1992, dans les tuyauteries de l'hôpital de Bradford, au nord de l'Angleterre, quand le biologiste qui travaille sur une épidémie de légionellose isole par hasard un mystérieux microbe. À ce moment-là, il est loin de se douter que sa découverte va bouleverser l'histoire de la virologie. L'homme à l'origine de cette petite révolution, c'est lui, Timothy Robotham. Mais aujourd'hui, Timothy Robotham n'est plus microbiologiste. Je pensais que c'était une bactérie. Il ne m'est jamais venu à l'esprit que ce serait un virus géant. Jamais. Parce que les virus sont petits, que vous ne pouvez normalement pas les voir sous un microscope optique. Et celui-là, le Bradford coccus, vous pouviez clairement le voir sous un microscope optique. Alors, arrêtons-nous un instant sur ce monde à nos yeux cachés des microbes. C'est un monde sur lequel règnent principalement deux types d'agents vedettes, les bactéries et les virus. Ils sont souvent confondus alors que leurs caractéristiques sont très différentes. Cependant, ils ont quelque chose en commun. Ils sont pour nous invisibles. Et pourtant, ils sont partout, autour de nous, sur nous, en nous. Ils nous contaminent, nous colonisent, nous aident à vivre aussi. La plupart du temps, on les ignore, sauf quand revient la grippe ou qu'une épidémie surgit, devient pandémie et que le vaccin tarde à venir. La grande révolution de la microbiologie s'opère avec l'étude des bactéries par Louis Pasteur à la fin du XIXe siècle. Même si elles sont observées dès le XVIIe siècle grâce aux premiers microscopes,